et a été écarté de la gestion du pays depuis plusieurs années. Mais dans les années 80, il a été un des grands patrons des pétroles congolais. Selon lui, il n'était pas facile de contester ouvertement l'honnêteté d'Elf et des autres compagnies pétrolières. C'était toujours dangereux de vouloir donner l'impression qu'on n'a pas confiance à tel ou tel opérateur économique. Ça, je dois aussi vous le dire. C'était dangereux. Dangereux pour la personne qui était là. Parce que c'est quand même l'affaire pétrolière, et il faut le dire, c'est quand même une affaire de gros sous. Pour avoir mis son nez dans cette affaire de gros sous, il raconte avoir été tout simplement viré de son poste, un des plus importants du pays, en 1991, du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui m'est très confiant, qui m'a dit, écoute, demain matin ne viens pas au bureau. Mais demain matin, je ne suis pas parti au bureau. La porte était fermée, clouée. Mais selon plusieurs responsables congolais, Elf aurait fait plus que cacher des quantités de pétrole. Jusqu'au milieu des années 90, la compagnie aurait menti au pays sur la vraie valeur de ses barils de brut. Pendant longtemps, nous avons vu que notre pays de grande qualité. Tous les pétroles produits à travers le monde ne sont pas de la même qualité, donc de la même valeur. Pour le pétrole produit au large du Congo, comme c'est Elf qui le commercialisait sur le marché mondial, ces calculs se faisaient dans les locaux de la compagnie, à Paris. Des calculs très défavorables aux Africains, qui permettaient à Elf d'acheter le pétrole brut moins cher, après ce qu'on appelle une décote. Près des Champs-Élysées, nous avons retrouvé Mungunga Ngila, ministre des Finances congolais en exil. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, en 1993, il a été un des premiers à dénoncer cette décote. Quand nous sommes arrivés, la décote était extrêmement Combien? 5 $. 5 $ sur quoi? Alors, le pétrole congolais valait-il vraiment 3, 4, 5 $ de moins par baril que le prix mondial, comme Elf le payait à l'État congolais de l'époque? Mungunga Ngila est persuadé que non. Quand les Congolais s'en sont sérieusement préoccupés, Elf a été obligé de remonter ce prix, comme d'un coup de baguette magique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça correspondait au prix réel auquel il était vendu in fine sur le marché? Non, puisque nous avons pu ramener la décote de 5 $ à 1,5 $. Ça fait que quelque part, il y avait 30 $ de mix par année. On va faire croire que les cultures de ce brut Par quel miracle? Nous avons rencontré à Paris Patrick Gantès. Il a été cadre chez Elf pendant 20 ans. Il a été notamment délégué au Congo. Aujourd'hui, il admet que Elf a tiré parti sans complexe de la confiance des Congolais. Là, on a, si vous voulez, à mon avis, utilisé, ou comment dire, un peu de naïveté, je dirais, des dirigeants des pays, des producteurs. Et ce n'est pas tout. Selon nos interlocuteurs à Brazzaville, la compagnie locale Elf Congo, dont voici les bureaux, ne payait pas ou peu d'impôts. Elf Congo affirmait gagner très peu d'argent, à la grande surprise de la plupart des responsables du pays. Il y a eu des périodes de folie, quand des périodes de boom pétrolier, où je me souviens dans les années 80, entre 80 et 83, vous avez eu le baril qui était allé parfois jusqu'à 40 $. Et le dollar a cette époque coûté 10 francs. Donc on peut dire que c'est coûté l'argent dans un contexte assez favorable. Mais en revanche, la société présentait dans son bilan un déficit. Difficile à comprendre, venant d'une filiale qui représente entre 12 et 14% de la production d'Elf dans le monde. Pourtant c'est tout simple, les bénéfices n'étaient pas déclarés au Congo, mais en Suisse ou en France. Une idée qui remonterait au premier directeur financier de la compagnie. On va faire le gain minimum à la filiale, si vous voulez, pour en faire profiter le maximum les structures centrales. En limitant les gains de la filiale, quelles conséquences pour le pays producteur? C'est que l'impôt est moindre, la recette fiscale est moindre. Et ça joue sur des montants importants? Oui. Et nous nous sommes confrontés à des difficultés telles qu'à certaines périodes, on s'est retrouvé avec des recettes de 10 000 francs ou 7 000 francs par mois. Des recettes? Des recettes pétrolières. 10 000
francs de recettes pétrolières. 1000 francs français de recettes pétrolières ou 7000 francs. Au pire, on a eu 7000 francs français de recettes pétrolières mensuelles. Résultat de 30 ans de mauvaise gestion et d'économie pétrolière, le pays est surendetté. Aucun banquier ne veut lui prêter, alors c'est Elf qui va lui servir de banquier. Vous voyez, Madame Christine Lagarde, vous voyez ce que c'est la France-Afrique. Le pétrole, le baril, 7000 francs de recettes au Congo à l'époque de l'Issouba. Et 10 000 francs à l'époque de l'Issouba. Vous voyez, Madame Christine Lagarde? Et Elf Aquitaine, donc l'ancien bâtiment qui est devenu Total, un grand bâtiment, des milliers d'employés qui travaillent là-bas. Imaginez, Total ne paye pas d'impôts ni taxes. La grande mafia dans le territoire de la République française, une grande entreprise qui produit des chiffres d'affaires colossales, ne paye aucun impôt, ne paye aucune taxe. La mafia. Vous voyez, Madame Christine Lagarde, alors, 8% que vous venez pour légitimer 8% pour l'aider. 135 à 137 milliards donnés à 8% d'euros. Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Non, ça va pas. Ça va pas, Madame Christine Lagarde. Vous êtes malade. Vous souffrez d'une maladie rare. Oui, Madame Christine Lagarde. Vous êtes malade. Pire que 8%. Oui. Mais vous êtes une mafia. On va continuer cette vidéo sur Elf. Au Congo, par exemple, la compagnie a prêté sur 3 ans entre 92 et 95 plus de 4 milliards de francs à des taux très élevés. Entre Congo, Gabon et Cameroun, ces préfinancements auraient rapporté beaucoup d'argent à la compagnie. Est-ce qu'on peut estimer combien rapportaient ces préfinancements à la compagnie ou quelle part de ses profits ont pu représenter? Moi, je dirais, le bas mot, 400 milliards. C'est tout court. Une chose est sûre, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde producteurs de pétrole, le pouvoir n'a pas profité aux Congolais. For the medication. Pour ceux qui ont le travail, le salaire ne dépasse pas 200 francs par No, mois. I have Toutes les one maisons and n'ont pas putting d'eau the paper. courante I et on need vole take dans la this. rue, dans des sachets. En dehors de quelques grandes avenues, il n'y a pas de trottoir, pas de goudron. Les enfants ne vont pas tous à l'école, il n'y a pas assez de place. Non. On est... Vous voyez, on vend de l'eau dans des sachets. Est-ce qu'en France, on vend de l'eau dans des plastiques, dans des sachets? Vous voyez, Madame Christine Lagarde, c'est bon pour l'Afrique. Ce qui est mauvais pour l'Europe, c'est bon pour l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Et le journaliste a bien dit, les enfants, ce n'est pas tous les enfants qui vont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école, Madame Christine Lagarde? Je vais vous dire, c'est à cause du FMI. Le FMI empêche à pas mal d'enfants d'aller à l'école. Pourquoi? Votre argent que vous donnez, la dette, soi-disant dette, quelle dette? Est-ce que vous savez que le diamant que vous pillez en Afrique, au Congo-Brazza par exemple, mais une partie, hein, juste même 5 à 20 pierres, mais on finit avec la dette? Est-ce que vous le savez? Mais c'est une magouille, une mafia. C'est-à-dire pour vous, c'est la continuité de la récolonisation que vous êtes en train de faire, économiquement, hein, humainement. Vous êtes en train de massacrer chaque vie humaine. Parce que vous vous dites que l'Afrique c'est à vous. Vous vous dites que le Congo-Brazza c'est à vous. Mais c'est ça, Madame Christine Lagarde. Même un enfant de l'école primaire, il saura dire ce que je dis. Est-ce que vous voyez, Madame Christine Lagarde, hein? On ne peut pas mentir aux gens. On ne peut pas. Enfoiré de merde. Mais loin de l'opulence
l'alliance des Émirats du Golfe Persique. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller à l'hôpital militaire de Brazzaville, le seul en état de fonctionner de la ville. Aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Une mission humanitaire, le Comité international pour la renaissance de Brazzaville, arrive de France avec des médecins et du matériel. 71 colis en tout. Et il y en a besoin. Ici, on Very good. à commencer par les outils. Vous avez même des outils avec vous? Oui. I need the top one. I need stand up again. And this. Il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de Just give me matériel that and chirurgical. take the medication. It's just Il n'y a act. pas de moyen, ne serait-ce que des fils, en dehors des fils, le matériel qu'on laisse en place. Il n'y a pas de fil pour opérer les gens, donc on les recouvre. Non mais les malades sont obligés d'aller acheter leurs fils. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndambou, de quoi vous vous plaignez, monsieur? Je sens des douleurs ici. Oui. Et ça fait très longtemps que vous avez mal? Ça fait combien de temps? Ouais, pour un temps, hein. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. Pour la colonne vertébrale, là, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tout ce qui est problème de fracture. Le monsieur en bleu qui boite ne sera pas opéré. Les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. Le pronostic est toujours très sombre quand même dans ces cas-là. L'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital. Et pourtant, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et d'abord, pour les hommes au pouvoir. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé au I need go again pour to venir take the chanter back les on louanges du héros du to jour. change that to batteries. They have battery inside. You see how it's everywhere. So, Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les ressources du pays. C'est approprié le Congo comme un rente personnelle. Donc il pense que c'est le Congo, c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que comme M. Sassou était en France ici, quand il faisait le couvert à ses amis, il disait le pétrole du Congo c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel, comme c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo, le Congo c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa coupe. 2 millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4x4 climatisés flambant neufs, des Toyota, tous les mêmes, valent 600 000 francs pièce. Voici par exemple le ministre des Hôpitaux, accompagné de son épouse. Bonjour, monsieur le ministre. Vous allez-vous? Voilà, merci. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a volé, il a un
hôtel particulier à Venura, puis il a une propriété au Vésiné, il a bien beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment? Voilà ces appartements de l'avenue Rat, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Et ici, au Vésinet, une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Il était payé comment pour acheter tant de propriétés en France? Et ailleurs? Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Humain de Viéjoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Taralou, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence d'Arado dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Monsieur Taralou l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, Monsieur Taralou a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres. Cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Taralou a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président. Oui, Parce qu'encore une fois, c'est un contrat. alors après cela était mis sous forme contractuelle et été signé par les ministres du pétrole, ministres des finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ses arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent aujourd'hui encore avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision. Je pense que de part et d'autre, et s'il y a eu des travers, on va les corriger. Ça ne veut pas dire qu'ils sont aujourd'hui arrêtés. Je ne suis pas dans tous les rouages pour savoir s'ils ont été totalement assainés ou pas. Monsieur Sassou Nguesso affiche sa sérénité. Donnez aux autres aussi qui travaillent. Santé. Au revoir, messieurs. Pourtant, ces accords secrets ont failli lui coûter son poste et la vie. Tout le système a failli capoter il y a 10 ans. Les Congolais, un jour, en ont eu assez de la misère et de la corruption. C'était en 1991. Dans un pays où le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, la corruption et la gabegie dans la gestion de la chose publique ont été presque institutionnalisés. Pendant 3 mois, le Congo se livre à une explosion démocratique digne des États généraux de 1789. La population se passionne jusque dans les rues. Je saisis cette occasion. Des centaines d'orateurs, connus ou inconnus, accusent leur président, Sassou Nguesso, d'être un dictateur corrompu. Certains exigent même son arrestation. La mise en résidence surveillée de M. Sassou, qui a de nombreux comptes à rendre au peuple congolais, devant être immédiatement prononcée par la conférence nationale. Je vous remercie. Sur le banc des accusés, à côté du président Sassou, les compagnies étrangères, Elf et Agip. Les Congolais réclament un audit de leurs comptes. Après 2 mois de révolution pacifique, on nomme un nouveau Premier ministre, André Milongo, à droite sur l'image.
Sa mission, faire le clair sur la gestion du pétrole et sur le rôle d'Elf au Congo. Et ça ne fait pas les affaires de la compagnie pétrolière française. C'est là qu'André Taralo va donner toute sa mesure. Pour sauver la place d'Elf, il va carrément se mêler de politique. Mungangila s'en rappelle parfaitement. Il était à l'époque un des partisans du nouveau régime. Elf a dégainé son arme habituelle, l'argent. Ils ont quand même payé le chef d'état-major général de l'époque pour qu'il fasse un coup d'état contre nous. Qui ça? Monsieur Mokoko. Ce général Mokoko, chef d'état-major et ami du président Sassou, André Taralo le rencontre lui-même à Paris, quelques semaines avant son coup d'état. Pour achever de le motiver, des hommes d'Elf se rendent même quelques jours plus tard à Brazzaville, avec un argument très consistant. Il y avait un certain nombre d'espèces en liquide. À mon avis, pas de quoi équiper un bataillon, mais peut-être s'acheter un chalet consistant au sport d'hiver. Patrick Gantès était présent ce jour-là à Brazzaville. Destiné au général congolais, il y avait 2 millions de francs rangés dans un sac. Je me souviens parfaitement de la texture du sac. C'était un sac écossais. Et ce sac est arrivé, je ne sais plus de quelle façon, jusqu'au bureau du directeur de la filiale. Par contre, ce que je me souviens très bien, nous étions tous en cercle, et que tout le monde donnait des coups de pied dans le sac pour le faire sciemment atterrir dans les pieds du directeur de la filiale. Et premier réflexe du directeur de la filiale, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire. Il était quand même très très ennuyé. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Je suppose qu'on l'a remis à la personne qui l'attendait. Malgré cet argent, le coup de force du général Mokoko échouera finalement. En parallèle, Elf a déjà sorti une autre carte. Pour empêcher à tout prix l'audit de ses comptes, la compagnie aurait tenté d'acheter l'amitié du nouveau Premier ministre André Milongo. Ce document interne d'Elf, sur lequel figure le nom de M. Taralo, décrit l'opération. En novembre 1991, la compagnie aurait prélevé 7 millions de francs sur les recettes pétrolières du pays pour en faire cadeau directement au fonds secret du Premier ministre, en toute illégalité. C'est un détournement. Ils vont le financer sur la base de quoi? C'est écrit sur cette note. Pourquoi je vous dis c'est un détournement? André Milongo dément connaître l'existence d'un tel contrat. Selon lui, rien dans ce document n'indique qu'une somme lui a été remise. Et il n'y a pas que cette histoire. Lorsque des élections présidentielles s'annoncent quelques mois plus tard, la compagnie aurait financé la campagne du candidat Pascal Lissouba. Elle va lui donner environ 1 million de francs. C'est en cash. Bien entendu, c'était vide. Vous ne laissez aucune trace, même pas mes empreintes digitales, vous voyez. Selon Pascal Lissouba, l'épisode se passe à Paris, dans des bureaux près des Champs-Élysées. Il affirme que l'homme qui lui aurait remis l'argent dans une serviette n'est autre qu'André Taralo. L'homme d'Elf ne perd pas de vue son objectif, empêcher toute commission d'enquête et tout audit contre Elf. Alors il m'a dit, mais si vous gagnez, que faites-vous? J'ai dit, mais je veux faire l'audit. Alors il s'est mis à rire. C'était un des candidats qui me paraissait les plus importants et un de ceux qui avait le plus de chances de l'emporter. Et effectivement, il a gagné. Et lui se souvient être venu chercher une enveloppe. Mais écoutez, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas moi qui l'ai donné. Quelques mois plus tard, après une élection triomphale et une épreuve de force avec Elf, le président Lissouba réussira à obtenir de meilleures conditions pétrolières pour son pays. Mais l'audit des comptes de Elf n'aura jamais lieu. André Taralo aura eu gain de cause. L'influence d'Elf et de son Monsieur Afrique est impressionnante. Lorsqu'une guerre civile éclate dans le pays en 1997, on lui prête d'intervenir directement dans le cours de l'histoire. Selon plusieurs responsables, c'est lui-même qui aurait joué les entremetteurs dans une énorme opération d'achat d'armes. Il a appelé M. Soapodi, vous faites la guerre, vous n'avez pas d'aviation, je connais quelqu'un qui peut vendre des avions. C'est super, accepté. C'est quand même incroyable, M. Taralo, il s'occupait de pétrole.
M. Tarlo était plus ou moins conseiller de M. Lissouba, donc c'est normal. S'il était de bonne foi, il travaillait pour aider son ami. S'il était de mauvaise foi, il travaillait pour avoir de l'argent pour lui. Et dans ce cas-là, Ben écoutez, si on achète des armes, je peux avoir des prix qui l'intéressent lui pour quelque chose de passage. Une information que dément formellement M. Taralo. Après avoir été mêlé à 3 guerres civiles en 5 ans, accusé d'avoir corrompu tous les présidents récents du pays, Elf reste l'acteur économique numéro 1 au Congo. Face à ses concurrents américains, la compagnie représente toujours 65% de la production de pétrole du pays. Et la Tour Elf est toujours le seul gratte-ciel de Brazzaville. La compagnie française est aussi... Voilà. Nous avons entendu Christine Lagarde. Là maintenant, on va passer à autre chose. Donc ça, c'est juste pour vous faire voir les stratégies des détournements de fonds. Oui, le cash, ni vu, ni connu. Mais ce sont des stratégies. Des stratégies, ça marche comme ça. Et le FMI aussi, c'est ni le cash, ni vu, ni connu. Est-ce que vous voyez Christine Lagarde? Mais c'est une grande mafia, le FMI. Grande mafia. Les valises de la France-Afrique. Grande mafia. Les mallettes qui doivent passer dans chaque ministère en France et à l'Élysée. Grande mafia. Vous voyez, hein, Madame Christine Lagarde, vous appauvrissez l'Afrique. Le Congo-Brazzaville, tout ce que le peuple est en train de souffrir. Actuellement au Congo-Brazzaville, au XXIe siècle, 2018. Vous savez ceux qui sont responsables de la misère de chaque Congolais. Vous savez c'est qui, Madame Christine Lagarde? C'est vous, patron du FMI, plus celui qui coiffe toute l'Afrique, qui est à l'Élysée, Emmanuel Macron, président de la République, de la France, et ainsi que de toute l'Afrique centrale, et de la Côte d'Ivoire, et du Sénégal. C'est Emmanuel Macron le vrai président, parce que l'Afrique n'a jamais eu sa vraie indépendance. L'Afrique n'a jamais eu sa vraie indépendance. Et il faut que ça finisse. Mais pour que ça finisse, il faut que les Africains se lèvent. Les Africains doivent se lever. Les Africains doivent se lever. Vous voyez, moi, le tiers africain, quand je fais des vidéos. Mais c'est pour réveiller les consciences endormies, Madame Christine Lagarde. Le direct que je fais là, c'est pour vous faire voir que arrêtez de duper les Congolais. Arrêtez de duper le peuple africain. Vous croyez que vous allez nous amener toujours dans des cinémas d'aveuglement? On n'est pas des aveugles. On sait bien toute la misère. C'est la France. L'Élysée, le ministère de l'économie de Bercy, complice. Matignon, où se trouve le Premier ministre, complice. Plus le ministère des Affaires étrangères. Oui, madame. Oui, madame Christine Lagarde, oui. Vous êtes une mafia terrible et très dangereuse pour toute l'Afrique. Voilà. Dette cachée du Congo. On va suivre ça.
plus endettés de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEMAC. La dette de la République du Congo, qu'on estime autour de 70%, s'élève en réalité à 120% de son PIB. L'État congolais a en effet pendant des années dissimulé une partie importante de sa dette au travers de contrats pétroliers opaques. Qu'est-ce que cela signifie finalement pour son économie et pour la politique également du pays, mais aussi pour la sous-région au sens large? Nous posons la question ce matin à l'analyste financier Maïs Moussi dans le Grand Angle. Qu'est-ce qui peut pousser, Monsieur Moussi, bonjour d'abord, qu'est-ce qui peut pousser un pays à cacher une partie de sa dette comme le Congo a en effet été accusé de le faire par le FMI? Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a poussé les autorités congolaises à dissimuler une partie de leur dette. Ce qu'on sait, c'est que la découverte de cette dette dissimulée intervient dans un contexte où l'économie congolaise est durement frappée par la baisse des prix du pétrole qui affecte de façon structurelle ses recettes. On sait aussi que la dette dissimulée du Congo est en réalité liée à l'activité pétrolière, puisque les prêteurs du Congo, dont on découvre aujourd'hui qu'ils ont une dette qui est une dette dissimulée, en fait, que les Congolais leur doivent, sont principalement des acteurs du secteur pétrolier. Premièrement, des spécialistes du négoce, donc des grands traders, généralement suisses et hollandais, et des Chinois. Donc le Congo, en réalité, a profité du moment où les prix étaient très élevés pour prendre des gages sur son pétrole et en réalité avoir des ressources supplémentaires, peut-être pour financer son développement ou d'autres activités. On se rend simplement compte que dans le contexte où nous découvrons la dette cachée du Congo, ça va fortement impacter les relations avec le FMI dans la phase de négociation qu'on observe actuellement. Est-ce que cette situation a un impact sur les négociations? Le fait d'avoir dissimulé une partie de sa dette va nécessairement entraîner des conséquences. D'abord auprès des bailleurs de fonds comme le FMI, qui ne vont pas prêter, si jamais ils prêtent, avec la même ampleur que s'il n'y avait pas eu une dette cachée. Ensuite, ça va agir sur la confiance des créanciers vis-à-vis du Congo, puisque aujourd'hui, on ne sait pas si on a vers la totalité de la dette cachée du Congo. La troisième chose qui est tout aussi importante que les économistes regardent, c'est ce que l'on appelle les critères de convergence du franc CFA qui sont applicables dans la zone CEMAC. Dans la zone CEMAC, les pays ont obligation de contenir leur dette en dessous de 70% du PIB. Or, lorsqu'on intègre la dette cachée du Congo, on se rend compte que la dette en pourcentage du PIB du Congo a atteint 120%. Donc on se rapproche du double des critères de convergence fixés par le franc CFA. Donc ça va nécessairement gêner les autres pays qui utilisent le franc CFA dans la zone CEMAC. Donc ça va prêter à conséquence. Je ne pense pas personnellement que le FMI va rompre les négociations parce que nous sommes dans un cycle où on veut assainir les économies de tous les pays de la CEMAC. Cela dit, le lien de confiance entre les autorités congolaises, le gouvernement congolais et les bailleurs de fonds va nécessairement être rompu. Maïs Moussi, il y a quelques mois, le Mozambique s'était retrouvé à la barre à son tour concernant sa dette et on constate aujourd'hui que le pays est en... Voilà, donc on va passer à autre chose, Madame Christine Lagarde, pour rafraîchir un peu votre mémoire de reptilienne. Voilà. Parce qu'on se moque trop des Congolais et ça suffit, hein. Ça suffit, hein. Les Congolais ne sont pas des serpillères, hein. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels? Eh bien, il continue de parler. En les épluchant, Jérémy Naveau, journaliste, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90.
Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwana. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreau International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreau Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employé payé, mais juste un administrateur qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Voilà. Voilà. Donc vous avez suivi Madame Christine Lagarde. Hein? Les mafias, stratégies, comment faire pour piller l'argent. Vous avez vu. Hein? Donc Total, professeur des détournements de fonds. Total, l'entreprise Total. Donc l'entreprise Total a fait voir à 8% comment il peut détourner immensement des sous dans la République du Congo et appauvrir les peuples congolais, appauvrir les pauvres étudiants qui sont allés apprendre. Oui, il y a des étudiants qui sont en Russie qui pleurent, il y a des étudiants qui sont au Cuba qui pleurent, ils sont un peu partout. Ils ne reçoivent plus d'argent. L'argent qu'ils devraient recevoir, la bourse qui est indue. Mais pourquoi ils ne reçoivent plus? Parce que 8%. L'homme qui n'a pas gagné aux élections, que vous appelez président, que j'ai vu dans votre rapport de fin du 18 avril, que vous avez pris fin sur l'affaire au Congo. Et les décisions vont être prises pour donner de l'argent à Sassou, mais l'argent que vous allez donner à Sassou, 135 ou 137 milliards d'euros. Mais c'est vous-même qui allez rembourser cela. Aucun Congolais ne va donner aucun centime, Madame Christine Lagarde. Parce que la foutaise, nous on est fatigués. On est fatigués avec le cinéma de la France. Vous savez quoi, Madame Christine Lagarde? Il faudrait apprendre dans les écoles françaises, apprendre aux élèves la France spécialiste
dans la magouille. Oui, spécialiste dans la magouille, la mafia. Il faut apprendre ça aux enfants à l'école. Pourquoi vous cachez à l'école d'apprendre aux enfants que la France est spécialisée dans la mafia, dans le vol? Oui, il faut apprendre cela aux enfants. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'allais à l'école. On ne m'apprenait pas que la France était un pays mafieux, détourneur de fonds. Mais vous êtes spécialiste des détourneurs de fonds. Donc vous voyez, Madame Christine Lagarde, je vais vous dire une chose. Vous voulez de l'argent pour le Congo? Ne donnez pas aucun sou à Sassou. Vendez tous les biens mal acquis qui se trouvent en France. Les résidences, les villas, les villas que Sassou a, les pavillons. Les pavillons, vendez cela. Vendez les immeubles que Sassou a payés. Ça, c'est meilleur. Parce que le peuple congolais, comme ça, le peuple congolais souffre. Rendez-vous compte, Madame Christine Lagarde. Morceau de cuisse de poulet. Vous savez combien de familles le mangent au Congo? Une cuisse de poulet, ils sont à 10 ou à 20 sur une cuisse de poulet, imaginez. Et ils ont un gros manioc. Est-ce qu'en France, les gens peuvent manger à 5 ou 20 personnes dans une cuisse de poulet? Mais attendez, Madame Christine Lagarde, on se moque de qui là? Le FMI de merde, gardez votre argent pourri. Le FMI, tout l'argent que vous avez, c'est pas votre argent, c'est l'argent de l'esclavagisme. À l'époque, quand vous avez vendu des esclaves, tout l'argent qui se trouve dans des banques, mais c'est l'argent des esclaves. Hein, Madame Christine Lagarde? L'argent des esclaves. Vous voyez? Je vais vous montrer autre chose, Madame Christine Lagarde, pour rafraîchir votre mémoire de reptilienne. On va un peu suivre ça, le FMI au chevet du Congo. On va un peu suivre ça. Ici, you put off. You can put to me. No, I put before you. Oh là 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 là. Yeah. Surgit en Afrique. Parmi les pays concernés, il y a le Congo-Brazzaville. Une délégation du FMI est arrivée hier. Avant de soutenir la relance de l'économie, le fonds exige des réformes et la restructuration de la dette nationale. Lors de leur dernier passage à Brazza, les experts du FMI ont commencé à mettre le nez dans les comptes du pays pour connaître la réalité de la détresse financière assez édulcorée dans la comptabilité publique. Ils estiment que cette dette congolaise se monte à 9 milliards de dollars. Cela représente 110% du PIB du pays. Éreinté par la chute des cours du brut à partir de 2014, ce petit État pétrolier d'Afrique centrale n'a plus les moyens de rembourser. Il est urgent de négocier avec les créanciers pour réduire le poids d'une dette devenue insoutenable. Et le Congo est loin d'être le seul pays africain en difficulté. En Afrique subsaharienne, le nombre de pays à risque a doublé en 4 ans. 8 sont aujourd'hui en zone rouge où l'imminence d'une crise est forte selon les rapports émis par le FMI et la Banque mondiale. Le niveau de l'endettement moyen est passé de 20% du PIB à 50% en 5 ans, constatent les économistes du fonds. Un niveau bien trop élevé pour des États qui ont encore de très faibles capacités à faire rentrer l'impôt. Les bailleurs sont d'autant plus inquiets que l'architecture de cette dette africaine a beaucoup changé. Elle est très émiettée, détenue par des États, des entreprises, des banques locales ou étrangères, ou encore des fonds alléchés par les rendements élevés que procurent les dettes africaines. Cet éclatement rend la restructuration très compliquée. Et le Congo réunit plusieurs caractéristiques qu'on retrouve dans d'autres États très endettés. Effectivement, d'abord en tant que producteur de pétrole, il fait partie des pays trop exposés aux matières premières. Il fait aussi partie des tricheurs, comme le Mozambique, qui a maquillé ses comptes, a révélé l'audit du FMI.
Le Congo a aussi péché pour sa mauvaise gouvernance. Les États africains ont, hélas, souvent levé de la dette pour boucler leur budget plutôt que pour investir dans des projets créateurs de richesses. Enfin, le Congo fait partie des nouveaux obligés de Pékin, car la Chine serait devenue le premier quartier de l'Afrique. Dominique, est-ce que la Chine est coupable de ce surendettement, comme le disent les Américains? Cette accusation est facile et c'est vrai qu'elle est en partie justifiée. La Chine a évidemment prêté par intérêt pour assurer ses besoins en matière première. Mais si elle a volontiers assumé ce rôle de créancier, c'est aussi parce qu'elle est devenue un partenaire commercial de premier plan sur le continent. Les échanges entre la Chine et l'Afrique ont été multipliés par 20 en 15 ans. C'est vrai aussi que les Chinois ont prêté en fermant les yeux sur l'usage des fonds. Ils ont ainsi rempli le vide laissé par les bailleurs, refusant de prêter sans conditionnalité. Aujourd'hui, les Chinois ont du mal à se faire rembourser. On le voit au Cameroun et ils deviennent prudents. Pékin se rapproche discrètement du club de Paris pour apprendre à résoudre une crise de la dette. Mais ce club gérant la dette souveraine n'a pas encore le mode d'emploi pour ces nouvelles dettes africaines. Alors pour réussir sa restructuration, le Congo se fait aider par la banque Lazare. Oui, cette assistance rassure les bailleurs et elle est bien utile pour faire plier des créanciers. La banque française a commencé à discuter avec les négociants Glencore et Trafigura. Ils détiennent une créance totale de 1 milliard de dollars sur le Congo. Beaucoup d'autres acteurs sont en embuscade, attirés par les rendements futurs de cette dette qu'ils sont prêts à racheter avec une grosse décote dans l'espoir de gagner de l'argent au moment de la restructuration. Des fonds à l'affût et des acteurs plus inattendus. D'après nos informations, la banque russe VTB, alliée au pétrolier Rosneft, serait prête à racheter la dette. Voilà. Donc vous avez entendu Madame Christine Lagarde, hein? Vous avez suivi? Bon, je vais vous faire voir une autre vidéo parce que Sassou pour aller, il est parti et déjà il n'était pas invité. Il n'était pas invité par la famille de Mandela sur les obsèques de Winnie Mandela. Sassou n'était pas invité, mais il allait de force. 2 avions. Donc l'avion présidentiel, vu il n'est plus président, mais il se fait toujours passer président parce que la France, l'Élysée a légitimé le pouvoir de 8%. Vu 8% a donné des mallettes de la France-Afrique. 8% a donné des valises de la France-Afrique pour soi-disant changement climatique. Mais Donald Trump, il a refusé de venir dans vos magouilles parce que Donald Trump avait dit c'est une mafia pour détourner des sous de l'Afrique. Changement climatique, c'est naturel, Donald Trump vous l'a fait savoir. Est-ce que c'est un problème d'argent? Non. Donc Madame Christine Lagarde, Sassou a fait comment? Il a fait comment pour avoir de l'argent pour aller en Afrique du Sud? Parce qu'il a mené 2 avions. Il y avait un monde fou du Congo que Sassou a mené en Afrique du Sud. On va suivre la vidéo de Winnie Mandela, hein, pour rafraîchir un peu votre mémoire de reptilienne. Amazing friends and I'm going to take them on holiday. And I might take Meg as well, if she's really good. This is your daughter? Yeah. Your daughter's off to university? Yeah. She tested you on chemistry? Yeah, it didn't come up. But I was thinking you'd anything right now. right now, she will probably be close to the TV screaming at it. She right up until that point though would have been saying, don't get too excited, don't get too excited. Oh, I only don't say something stupid. Well, I think you did alright, to be fair. You battled beautifully. You got the jackpot counter out just amazingly, and you got £10,000. Really delighted, well done. Washington took the lead from round 1. She briefly dropped out in round 2, but then fought her way back during the head-to-head to
secured her place in the final. Bravely, she went for 3 Oh counts là 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 categories, là. and it was on just her 8th counter into the machine that she managed to nudge that jack. Oh là 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 là, ça énerve, hein. Described as a classic game of tipping point. Inanna's going to be proud. C'est ça la technologie, la technologie. Our pleasure, you're absolutely thrilled. There you go, Sporting with £10,000. What a fantastic way to win money. Join us next time with the Fate of Former Players for Hanging the Badminton. Goodbye. Coronation Streets at 7:30 and 8:30. And Alan and the team come to the rescue once again and work their magic and Love Your Garden at 8. Coming up, it's The Chase. Next. Oh là 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 là. Attends. Excusez-moi un instant. Aïe aïe aïe, la chaleur là, ça dérègle tout. Hein. This is a great place to start. Arthritis affects us all. We lose over 30 million working days a year to related conditions. To help us change this, search Arthritis Research UK. You've always taken care of your family. Keep caring for them after you're gone with Legal & General's over 50s life insurance. Ah là 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 là. With full cover after 1 year from £5 a month, you can leave your loved ones a cash sum gift or help with funeral costs. No medical assessment, guaranteed acceptance for 50 to 80-year-olds, and an £8 M&S gift card after you take out cover. To leave your loved ones a cash sum, find out more at legalandgeneral.com or call free on 500 316 46 46. That's 0800 316 46 46. Despite the risk she faced, even to the point of risking her own life. En marge de son combat acharné contre l'injustice et l'asservissement, Winnie a su réserver à son entourage la chaleur d'une mère et grand-mère attentionnée, protectrice. Beside her fierce fight against injustices and enslavement, Winnie has been able to reserve for her family's cycle the warmth of a thoughtful and protective mother and grandmother. Pour ces valeurs qui font les grandes figures et au souvenir des rencontres et des échanges qui ont cristallisé mes liens d'amitié et de fraternité avec Winnie, j'invite les parents, les amis, la famille politique de Winnie à magnifier toujours l'esprit de lutte et de victoire de cette icône africaine et internationale. Considering the above-mentioned values which characterize powerful figures and recalling meetings and exchanges which crystallize the bonds of high friendship and brotherhood with Winnie, I invite relatives, friends,
Nelson Mandela into immortality in the pantheon of men and women who mark deeply the history of mankind. Au-delà de cette perte immense, il restera sous nos yeux Voilà. et dans nos cœurs. Donc on va pas finir la vidéo bidon de 8% aux obsèques de Winnie Mandela. Hein? Donc, Madame Christine Lagarde, 8% a fait comment pour aller avec 2 avions? Le kérosène, c'est pas quelque chose de gratuit. L'avion présidentiel, partout où il atterrit, il faut payer. 8% a eu l'argent. L'argent détourné qu'il a volé au peuple congolais. Des centaines de milliards. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup. Alors, Winnie Mandela a défendu son peuple. Winnie Mandela, sous l'apartheid, avec Nelson Mandela, se sont battus pour la libération de leur peuple. Mais toi Sassou Nguesso, il a fait quoi? Sassou Nguesso a fait quoi, Winnie Mandela? Hein? Rien. Alors, Christine Lagarde, Winnie Mandela a beaucoup fait en Afrique du Sud et Mandela. Mais Sassou a fait quoi pour le peuple congolais? 0-0. 0-0. Sassou a-t-il gagné aux élections? Pas du tout. Je vais vous faire voir qui a gagné aux élections au Congo. Ouvre-toi. Général Jean-Marie. Voilà. Voilà. C'est celui-là qui a gagné aux élections. Le général Moukoko. Lui, il a gagné aux élections. Et vous savez, il est où? Derrière les barreaux. Si général Moukoko est derrière les barreaux, qui a légitimé afin qu'il se retrouve derrière les barreaux? L'Élysée. 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 Ce que les autres n'arrivent pas à dire, qui aiment les salles à Paris, la diaspora congolaise. Ce qu'ils pensent tout bas et ce qu'ils disent tout bas, moi le Tché, je le pense tout haut et je le dis tout haut. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui a gagné, Madame Christine Lagarde, l'élection présidentielle au Congo, c'est pas Sassou, c'est Général Moukoko. Mais Sassou, pourquoi il est là? La France. Qui donne des armes à Sassou pour tuer le peuple congolais? La France. Qui a légitimé feu vert pour que Sassou détruise le Poul et détruise plus de 500 000 villages? La France. Donc la France, elle est à l'origine de tout ce que nous connaissons au Congo. Est-ce que vous voyez, Madame Christine Lagarde? Est-ce que vous voyez? Hein? Le Tché, il dit ce qu'il sait, toute vérité et rien que la vérité. Est-ce que vous voyez? Hein? Moi, je suis quelqu'un, je ne tourne pas autour du pot. Je ne connais pas tourner autour du pot. Là où il faut pointer, moi, je pointe. C'est ça, Madame Christine Lagarde. Donc, nous allons suivre le général. Michel Moukoko a demandé le recomptage des voix ce jeudi 24 mars et appelle le peuple congolais à la désobéissance civile. Et peut-être sur plusieurs formes, nous n'avons pas d'armes avec nous. Vous savez que le général Moukoko, c'est un homme de paix. Il n'a pas d'armes, mais le peuple peut observer une avenue de s'asseoir à la maison, de faire que peu personne ne se balade dans la rue. De son côté, le candidat Guy Brice Parfait Kolela, qui serait crédité de 15% des suffrages selon la CENI et 19% selon la CTE, et qui arrivera en tête du scrutin selon ses partisans, a annoncé son intention de recourir à la Cour constitutionnelle. On fera une déclaration officielle. Sachez que notre recours sera à la Cour constitutionnelle.